Très ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce journal, le sommaire. Une dizaine de véhicules incendiés la nuit d'hier à la case de Madina. L'acte dont les auteurs ne sont pas encore retrouvés a eu lieu dans un contexte de crise. Et puis ce 22 janvier, nous nous rappelons des événements tragiques qui se sont déroulés sous le régime Lansana Conté en 2007. Une forte répression des forces de l'ordre qui a enregistré des centaines de morts et de nombreux blessés. 13 ans après, aucune justice pour les victimes. Et le corps d'une fillette de 5 ans retrouvé dans la cour de l'université Wilfrid Prat à la cimenterie d'Uvreka. Dans l'actualité de ce mercredi, des suspects sont arrêtés et d'après les premiers résultats fournis par la médecine légale, la thèse d'une chute de l'immeuble est écartée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Entre hier et ce mardi, le bilan des événements dans le pays s'alourdit. Le nombre de dégâts s'accumule après les casses et les blessés enregistrés sur l'axe. La route Le Prince, c'est la case de Madina qui a enregistré des pertes la nuit dernière. Une dizaine de véhicules a été incendiés par des personnes non encore identifiées. Et ce matin, sur le terrain, les tensions étaient vives. Le constat avec nos reporters Malik Sangana Kamara et Yacouba Traoré. C'est une scène inattendue qui s'est produite ce mercredi au grand marché de Madina, précisément à la casse. Ce matin, les travailleurs de ces lieux ont été surpris de voir 9 de leurs véhicules partis en fumée et le 10e à moitié calciné. La corporation des ferrailleurs est sous le choc suite à ces dégâts enregistrés. Les raisons de l'incendie de ces véhicules ne sont pas encore connues, mais les victimes croient aux enquêtes ouvertes par les autorités. Déjà, 6 présumés auteurs seraient mis aux arrêts pour des fins de vérification par la gendarmerie. Bon, il y a 9 véhicules qui ont été calcinés, le 10e, vraiment ça aussi c'était endommagé de façon totale. Mais bon, on attend l'autorité pour finir l'enquête de midi, vraiment quelle est la véracité de cette source qui a provoqué cet incendie. Parce que tout le monde parle pour lui ici, chacun parle de n'importe comment, mais moi en tant que responsable, je ne peux pas m'aventurer pour dire ça. Mais compte tenu de la situation sociopolitique qui court dans ce pays-là, nous sommes sereins, on va sensibiliser les gens de ne pas réagir et nous sommes là pour sensibiliser nos gars, vraiment ça fait mal. Acte de provocation ou incitation à la violence, sur les lieux, chacun y va de son commentaire. Pour toucher du doigt les réalités, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile est venu évaluer les dégâts et procéder à une sensibilisation des victimes ainsi qu'à toute la corporation des ferrailleurs de la casse de Madina. Il semble comprendre ces messages d'apaisement en espérant que les coupables seront interpellés afin de répondre de leurs actes. Dieu nous montrera les auteurs de cet acte. Mais ce que je peux demander à mes collègues, c'est de se retenir pour éviter l'affrontement. Que Dieu nous épargne du chaos. Selon nos informations, c'est tard dans la nuit du mardi à mercredi que ces véhicules stationnés en face des magasins de la casse ont pris feu. Les enquêteurs sur les lieux procèdent à l'enregistrement des biens détruits et un dispositif sécuritaire mixte est mis sur place pour éviter une éventuelle revendication. Sur la route Le Prince, les citoyens suivent dans le calme cet appel à manifester du FNDC. Ici, boutiques et magasins sont restés fermés, seuls quelques étalasistes sont visibles. L'on peut compter les véhicules qui circulent sur l'axe au bout des doigts. Les citoyens souhaitent un changement. Il n'y a pas de travail, depuis le matin on est assis ici, notre véhicule est arrêté ici, il n'y a pas de gens, il n'y a rien. On souhaite que ça change pour nous. Nous savons tous que la Guinée ici, surtout à Conakry, les gens se débrouillent du jour au jour. Donc si ça continue comme ça, c'est pas bon. Des jeunes de la capitale demandent au FNDC de changer de stratégie. Pour eux, la rue n'est pas le lieu adapté pour la réclamation de nos droits. On appelle à FNDC de revoir leur situation de manifestation parce qu'on a constaté beaucoup de morts, surtout sur le lac. Mais quand on parle, on va dire que nous sommes victimisés, mais ce n'est pas ça. Ce qui se passe dans les pays occidentaux, ça, on voit comment ceci là se manifeste, mais en Guinée ici, les gens n'arrivent pas à comprendre
ce qu'on veut dire la manifestation. Et pour nous, quand on dit la manifestation, c'est brûlure du pneu, faire de la pagaille. Sur l'autoroute Fidel Castro, la circulation n'est pas dense comme d'habitude. Quelques marchés sont ouverts, mais certains boutiques et magasins sont restés fermés. Cet autre citoyen invite toutes les parties concernées au dialogue. On n'a pas une autre Guinée, on n'a que cette Guinée-là à partager entre nous. Et ce n'est pas un autre étranger qui viendra résoudre nos problèmes à nous. Essayons de trouver la solution pour laver le linge sale à la maison. Je trouve que c'est la meilleure solution. Qu'on parle de FNDC ou mouvance et opposition, je ne sais pas. C'est une guerre d'ego, quoi. Je trouve qu'ils mettent tout ça derrière eux et qu'ils se retrouvent en tant que fils guinéens. Cette deuxième journée de l'appel à manifester du FNDC a été suivie sur l'axe sans violence, comparativement à la première journée qui a enregistré des cas de blessés et d'arrestations. Toutes nos excuses pour ce problème technique. Il faut rappeler qu'il n'y a pas eu de violence ce mercredi sur la route Le Prince. Toutes les activités ont tourné au ralenti. En revanche, la circulation est assez fluide. Et sur le terrain, la position n'a pas changé. Les citoyens appellent au changement. Et à présent, les tensions sont restées vives également donc à l'intérieur du pays. Des édifices publics ont été pris pour cible par les manifestants. À Dalaba, le préfet a été obligé de quitter la ville. Les militaires ont été mobilisés, mais le calme n'était pas encore revenu à ce début de soirée. Alors, nous allons essayer de joindre en direct Mamadou Alpha Bari depuis Dalaba. Allô? Alpha Mamadou Bari depuis Dalaba. Allô? Allô, oui? Allô, oui. Bonsoir, monsieur Mamadou Alpha Bari. Comment vous allez? Alpha Mamadou Bari. Bonsoir à vous et bonsoir à tous. Alors, vous êtes bien en direct sur Espace TV. Dites-nous comment se porte la ville de Dalaba à l'instant. Au vu du constat fait sur place, je me permets de dire sans risque de me tromper que Dalaba ressemble actuellement à une république à part entière. Nous avons quitté Mamou aujourd'hui pour être plus bref à 15 h. Et c'est à Boulivelle que nous avons trouvé le tout premier barrage. Un véhicule qui a été incendié au milieu de la route. Et là, il a fallu des négociations. Et donc, nous échangeons déjà un confrère avec qui j'étais, en l'occurrence le correspondant de la radio sur le FM, a été agressé. Le téléphone a été emporté par des loupards. Il a fallu donc une négociation pour pouvoir passer de Boulivelle à Dalaba. Je précise que Boulivelle est juste à 18 km donc de Dalaba. De Boulivelle à Dalaba, on a trouvé plus de 100 barrages. Et quand je dis barrages, c'est des tonnes d'arbres, des gros cailloux qui ont été mis sur la route par des jeunes qui, certains, sont allés en pleine brousse pour se cacher à l'attente donc des renforts, parce que d'après eux, après avoir chassé ou repoussé des renforts venus de la préfecture de l'AD, donc ils ont appris qu'une équipe devait venir de Mamou donc pour empêcher justement ces renforts d'accéder à la ville. Ils sont venus donc jusqu'à Boulivelle pour mettre des embûches. Et donc difficilement qu'on a pu passer ces embûches, ces barricades pour arriver à Dalaba. Et laissez-moi vous dire, à Dalaba, quand nous sommes arrivés, Dalaba ressemble aujourd'hui à une ville en guerre. Vous ne trouverez que des jeunes, des filles, des petits garçons, des vieux et même des vieux, je le précise, sur la route qui érigent des barricades. Alors, Mamadou Alpha Bari, dites-nous vraiment qui sont les auteurs des différentes casses, s'il vous plaît. Je n'ai pas bien compris votre question. Est-ce que les auteurs ont été identifiés sur place? Ah non, parce que, comme j'allais vous le dire, parce que là-bas, il n'y a aucune autorité, parce que notre objectif, c'était de visiter les lignes administratives qui ont été atteintes, qui ont été saccagées. Donc, on n'a pas pu accéder donc à la résidence du préfet, parce que des loupards étaient là-bas, étaient en train de saccager. Mais laissez-moi vous dire que le poste de police, la gendarmerie, le bloc administratif de la préfecture ont été tous saccagés. À notre présence, on a trouvé des jeunes qui transportaient les biens, les ordinateurs, qui saccageaient, qui incendiaient des motos, qui transportaient des portes. Donc, la prison civile, le registre qui nous a fait visiter dedans, tout a été saccagé. Et donc, actuellement, c'est les jeunes, les Malouba, les manifestants qui y règnent à mettre absolu. Il n'y a aucune présence policière. Les renforts qu'on a trouvés donc à mi-chemin,
qui étaient en vacances pour Dalaba ont été obligés de reboucher ce chemin parce que je vous précise qu'on a on a trouvé des gendarmes qui étaient munis d'armes de guerre, mais qui n'ont pas pu donc passer ces embûches. Actuellement, Dalaba est une ville qui est contrôlée par des jeunes. Il n'y a aucune autorité. Le préfet a quitté la ville. Le maire Nathan qui lui aussi a quitté la ville. Il n'y a absolument aucune autorité de là-bas. C'est les jeunes qui règnent à mettre absolu des lieux. Est-ce qu'il y a lieu de craindre encore d'autres représailles, s'il vous plaît? Bien sûr, il y a lieu de craindre à partir du moment où il n'y a aucune autorité. C'est les jeunes qui y règnent parce que toutes les populations sont donc clouées à leur domicile. Donc, ce sont les jeunes qui dictent leurs lois au passant parce que même nous, malgré nos badges, malgré nos gilets, on a subi donc la colère de ces jeunes-là. On a été frappés, il faut le dire. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui devaient passer par Pita pour aller à Dalaba, à l'abbé du moins. Ils devaient passer par Dalaba pour aller à l'abbé et à Touba, à Gawal, mais qui sont bloqués parce que parmi les gens qui sont bloqués, on a même rencontré le frère de l'ex-ministre Khalifa Gassama Diaby qui est bloqué là, qui n'arrive pas à passer. Et à l'heure où je vous parle, il y a plus de 100 véhicules qui sont en route, plus de 200 véhicules, j'allais dire, qui sont déjà bloqués là. Il n'y a aucun passage et la situation est vraiment tendue et il y a une insécurité notoire qui règne actuellement à Dalaba. Alors, merci beaucoup Mamadou Alpha Barry. Il faut rappeler qu'il est le correspondant d'Espace TV à Dalaba. En Guinée, la tension monte et l'opposition politique dénonce les violences. Le bloc libéral impute toute la responsabilité des événements actuels au président de la République. Dr Fayami Limono appelle les Guinéens à la retenue face au risque d'affrontement communautaire. Ominatou Sidibé et Alcéni Barry. Dr Fayami Limono estime que depuis l'arrivée au pouvoir du professeur Alpha Condé, la démocratie a reculé dans le pays avec les tensions politiques que traverse la Guinée. Le leader du bloc libéral indique que la Guinée est en train de tourner en rond pendant que le gouvernement est préoccupé à dépenser des millions pour briguer un troisième mandat. Ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays aujourd'hui est suffisamment grave. Nous sommes dans une grande manipulation qui vise à créer le chaos dans le pays pour confisquer le pouvoir. Nous sommes aujourd'hui dans un pays qui n'a pas de route, qui n'a pas d'eau potable, il n'y a pas de courant. Nos enfants ne vont pas à l'école. Nous avons un gouvernement qui est prompt à donner des milliards et des milliards pour acheter des consciences, pour organiser des mamayas, mais qui n'est pas capable de mobiliser de l'argent pour payer dignement les enseignants. Selon le président du bloc libéral, Alpha Condé utilise son gouvernement de façon systématique, l'ethnostratégie et la violence comme moyen de gestion des crises politiques généralement créées et entretenues par lui-même. On a parlé d'empoisonnement de l'eau ici. Et tout de suite, le même jour, on a pointé du doigt une communauté. Ça fait des victimes, ça. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des boutiques qui ont été détruites. Aujourd'hui encore, aucune justice n'a été faite. Mais plutôt que de construire un État, il est en train même de faire disparaître le pays. Nous n'allons pas le lui permettre. Nous allons continuer à être le dernier rempart pour, n'est-ce pas, protéger le peuple de Guinée, protéger sa constitution et protéger l'avenir de ce pays. Dr Fayami Limono a ensuite réaffirmé la position du FNDC au projet de nouvelle constitution et appelle les populations à la retenue. Et puis ce mercredi 22 janvier nous rappelle les événements tragiques de 2007. Une forte répression des forces de l'ordre sur des manifestants avait fait des centaines de morts et de nombreux blessés. Sous le régime malin, on a compté. Et 13 ans après les faits, les douleurs restent vives et aucune justice pour les victimes. L'une de nos équipes a rencontré l'activiste de la société civile Fatou Baldé, témoin des faits. Reportage Mamadou Diallo et Aboubakar Din Kamara. Quand j'entends le bruit des tirs, ça me rappelle le 22 janvier. C'est vraiment la tristesse, le sentiment d'un combat inachevé. Des souvenirs douloureux à relater, une émotion à peine contrôlable. Fatou Baldé, activiste de la société civile, a vécu les événements tragiques du 22 janvier 2007 où de nombreux jeunes sont tombés sous les balles des forces de l'ordre à l'appel d'une marche pacifique des syndicats. Le 22 janvier, c'était la marche pacifique. Il y a eu des exactions.
Lorsque Amnesty International est venu faire ses enquêtes sur les tueries, avec les photos et les preuves qu'ils ont pu récolter, ils ont conclu que tous les jeunes qui ont reçu des balles ne l'ont pas reçu en se défendant, mais ils l'ont reçu en cherchant à s'échapper du tueur. Sur ces photos, on voit des jeunes blessés, d'autres dans un état critique, preuve de la répression exercée par les forces de l'ordre sur les manifestants. Les services de soins des 2 grands hôpitaux de la capitale étaient remplis de blessés. Des corps, dont la plupart étaient en phase de décomposition, ont été inhumés dans des fosses communes sans avoir été identifiés. Et puisque la loi n'est pas rétroactive, la résolution partait de 2008 pour les crimes à venir. C'est pourquoi en 2009, les crimes de 2009 septembre entraient parfaitement dans les compétences de la CPI. Par contre, en 2007, malheureusement, cette résolution n'existait pas. 13 ans après cette tragédie, aucune justice pour les victimes. La seule action judiciaire engagée par des ONG de défense des droits humains n'a pas encore été suivie d'effet. Et la directrice exécutive de la COFEL invite la justice guinéenne à faire toute la lumière sur les cas de tuerie de l'indépendance à nos jours. On l'écoute au micro de Mamadou Boy Diallo et d'Aboubacar Adine Kamara. Il n'y a pas que ces victimes-là qui ont besoin de justice. La violence d'État est devenue une institution en Guinée. Souvenez-vous, les géoles du Camboiro, ça a décimé combien de personnes et endeuillé combien de familles. De 2010 à maintenant, combien de morts on dénombre? Les tueries de Zogota, les tueries de Saouro, les tueries dans la capitale ici, ou par simple exercice de vos droits, on vous tire dessus, vous mourrez. On est allé jusqu'à tirer dans des cimetières. Et vous ne pensez pas que de 58 à maintenant, on a accumulé suffisamment de violences qui font que le pays tout entier, même celui qui n'a jamais eu une parcelle de pouvoir dans ce pays-là. Mais si les Guinéens, en âme et conscience, ils savent qu'on a fauté avec Dieu et qu'on doit se repentir pour demander pardon parce que l'âme humaine est sacrée. Cette provocation qui fait que, malgré toutes les potentialités que nous avons, nous sommes là encore au point de départ. Et quiconque pense que ça va bien, il faut l'amener chez le psychiatre, ça ne va pas dans le pays. Et puis d'autres témoins de ces douloureux événements, des syndicalistes, puisqu'ils étaient à l'origine des manifestations contre la vie chère. Aujourd'hui, ils ne commémorent pas la date, mais ils se souviennent des atrocités et continuent à demander que lumière soit faite. Et des jeunes en politique à l'époque, dans l'opposition, ont joué leur partition. Des jeunes comme Souleymane Keita du RPG Arc-en-Ciel du lundi 22 janvier 2007 dans la rue. Nos reporters l'ont rencontré ce mercredi 22 janvier 2020 dans un bureau Alseni Bari et Yacouba Traoré. Lundi 22 janvier 2007, Souleymane Keita, fraîchement diplômé de l'université guinéenne, prend la rue. Tout comme lui, des centaines de Guinéens manifestent contre la cherté de la vie, les décrets et contre-décrets, la mauvaise gouvernance. Les militaires vont réprimer dans le sang. Des Guinéens tombent sous les balles des forces de l'ordre. Nous étions sur l'autoroute ce jour-là et on a marché jusqu'à un peu après Donka, quand il y a eu ce que vous savez, au niveau du pont 8 novembre, il y a eu des morts, c'était inquiétant. On a pris la fuite. 13 ans après, les douleurs sont encore fraîches. Les familles endeuillées continuent de panser les plaies. Sans justice, hélas, depuis, pas de commémoration. Ce qui rend peut-être cette initiative un peu compliquée, aujourd'hui, les principaux acteurs sont partagés entre la mouvance et l'opposition. Du côté de l'USTG également, silence radio. Pourtant, ils étaient à l'avant-garde de cette lutte. Lorsque les choses vont s'apaiser, on va faire une manifestation, une commémoration à la dimension de notre structure. L'un des meneurs de cette protestation, c'est cet homme sur la photo, Ibrahima Fofana, lui qui n'a pu profiter du bonheur de la lutte. Ses compagnons vivants peinent à prendre la relève. À l'époque, c'était une situation et des comportements, nous faisions partie.
Aujourd'hui, la situation a évolué. Le contexte a évolué. Les revendications ont évolué. Tous les facteurs ont évolué. Nous nous accommodons. Aujourd'hui, l'USTG que je connais est à la remorque de l'ensemble des problèmes qui se posent au pays. Et nous avons une vision, un comportement qui sied au moment. À ces événements douloureux s'ajoutent les massacres du 28 septembre 2009, Zogota, les répressions politiques. La justice guinéenne demeure impuissante. Le 8 janvier 2020, le corps d'une fillette de 5 ans a été retrouvé dans la cour de l'université Wilfrid Oprah à la Cimenterie dans la commune urbaine de Dubreka. Et d'après les premiers résultats fournis par la médecine légale, il s'agit d'un homicide. 2 suspects sont détenus actuellement à la prison civile de Dubreka et les enquêtes se poursuivent. Mamadou Kalisso et Alcini Kamara. 8 janvier 2020. Un jour inoubliable pour ce cinquantenaire. C'est ce mercredi où sa fille de 5 ans a été retrouvée morte dans la cour de l'université Winfrey Oprah de Guinée. D'après les premières explications, Mariam Bemou aurait trouvé la mort par défenestration. Une tragédie pour ce père de famille qui a fait plus de 20 ans de mariage sans enfant. Perdre sa fille dans de telles circonstances est un choc. On ne se sent pas du tout à l'aise. Et puis à chaque fois qu'on voit la photo de notre fille, c'est l'arme qui sort directement. On a toujours, même là où je parle là, vraiment, si je dis de continuer de parler, je vais pleurer. Les premiers résultats fournis par la médecine légale écartent la thèse d'une mort par défenestration. Pas de traces d'étranglement non plus, ni d'agression sexuelle. Ce qui contredit les premiers témoignages. Et vous savez, la défenestration est un mode de suicide. Donc dans ce cas précis, il n'est pas possible d'imaginer qu'un enfant de 5 ans puisse se suicider par défenestration. Donc ça, c'est d'ailleurs la première remarque qu'il faut faire. Donc c'est un mode de suicide, mais qui ne peut pas être utilisé par cet enfant. Deuxièmement, on peut imaginer qu'elle chute accidentellement. Et si elle chute accidentellement également, il n'y a pas de lésion ici, antémortem, en rapport avec une chute accidentelle de cet édifice. Donc je crois que le rapport médico-légal que nous avons rédigé et que nous avons déposé à la police est tout à fait clair par rapport à ça. Le corps de la fillette n'a pas été transporté dans la cour. Elle a été probablement tuée sur place, poursuit le professeur Hassan Ba. Mais comment ? Si Mariam Bemou n'a pas été étranglée, elle n'est pas tombée du 4e étage comme le prétendent les suspects. Qu'est-ce qui est arrivé alors à cette fillette? A-t-elle été empoisonnée? Cette hypothèse est en cours de vérification. Je suis tout à fait d'accord avec vous de voir un peu si ce n'est pas un empoisonnement. Parce que nous avons retrouvé des microcoagulations à l'intérieur à l'autopsie, donc ce qui pourrait également être en rapport avec un empoisonnement. Mais c'est pourquoi je dis, nous attendons les résultats des examens toxicologiques que nous avons demandés et pour déterminer. Et surtout aussi, un élément important, c'est qu'on ne connaît pas les antécédents de cette fille. Le vigile de l'université Winfrey Oprah de Guinée et le maître de la fillette qui lui a dispensé des cours de révision ces jours ont été interpellés et transférés à la prison civile de Dubreka. Les parents de la victime invitent la justice à tout mettre en œuvre pour retrouver les coupables afin qu'ils répondent de leur forfaiture. Et c'est cet élément qui m'a fait à cette édition d'information réalisée par Mohamed Valek Touré, Mamadou Sadio Baldé et l'ensemble de la rédaction. Quant à moi, je vous donne un rendez-vous demain à 20h et bonsoir.